Bonsoir tout le monde. Il est aujourd'hui nécessaire de savoir avec autant de précision que c'est possible à quel moment nous sommes arrivés dans la situation internationale. Une situation de grand danger. Depuis que le président Biden aux États-Unis, ou ce qui en tient lieu dans les allées du pouvoir américain, a autorisé des frappes de missiles depuis l'Ukraine jusqu'au sein du territoire russe, la situation est la suivante. Le 19 novembre, 6 missiles tactiques américains, des attaques MS, ont été tirés par l'Ukraine sur le territoire russe. Et le 21 novembre, il y a eu un tir combiné, incluant des systèmes britanniques Storm Shadow, qui sont les mêmes que nos Scalp, et des systèmes HIMARS américains à nouveau sur le territoire russe. Depuis, la Russie a répliqué en tirant un missile qu'on a dit d'abord un missile ICBM, un missile intercontinental, un missile qu'on appelle BS-26, et puis il est apparu que c'est un nouveau missile de portée intermédiaire, le président russe l'a défini ainsi, qui s'appelle Oreshnik, ça veut dire noisetier. Il a été tiré sur la ville de Dnipro, en ukrainien, Dniepropetrovsk, c'était son nom russe auparavant, et ce missile, ce noisetier, est capable de tirer plusieurs ogives différentes, en même temps, sur des cibles différentes. Donc, voilà où nous en sommes. C'est une sorte de simulation de la Troisième Guerre mondiale. Alors, le président Poutine a fait une déclaration solennelle, soulignant d'abord que le missile Oreshnik était hypersonique et était à la vitesse 2,5 à 3 km seconde et que c'était à peu près Mach 10 en termes militaires. Le président Poutine a déclaré précisément, et j'ai ici la citation qu'il a faite en tant que représentant président de la Fédération de Russie, il a dit « Nous considérons comme en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui permettent d'utiliser leurs propres armes contre nos installations. Et en cas d'escalade, d'action d'agression, nous réagirons de manière décisive et en miroir. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui trament des plans d'utilisation de leurs contingents militaires contre la Russie de considérer ceci le plus sérieusement. » Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, dans cette situation, on peut parler de simulation. Le Pentagone l'a reconnu, les Russes ont averti de leur tir et où ils allaient frapper. Ils ont averti les Américains par des sources d'information qui sont établies en cas de sécurité minimum pour les frappes de type grave de missiles. De leur côté, évidemment, les Ukrainiens n'ont pu procéder qu'avec la couverture spatiale américaine et avec un système de guidage américain. Donc nous sommes dans une guerre de fait, devenue directe ou quasi directe entre l'OTAN et la Russie. Et la France, évidemment, est membre de l'OTAN. Alors, c'est dans ce contexte que nous avons décidé, avec d'autres, de rédiger un texte adressé à Emmanuel Macron qui avait dit très clairement, je le cite encore, que cette décision d'autoriser les Ukrainiens à frapper directement le territoire russe était tout à fait bonne. Donc on est engagé. C'est ce que ça veut dire. Dans une situation où, je rappelle, la Russie est une des deux très grandes puissances nucléaires du monde et où il avait été décidé, par une règle implicite, que jamais on n'attaquerait le territoire d'une puissance nucléaire. Aujourd'hui, c'est fait. Et c'est ça toute la gravité de la situation. Alors la lettre que nous allons adresser, nous sommes un certain nombre de souverainistes qui allons le faire, dit au président Macron qu'il faut qu'il s'oppose à toute participation de la France à des opérations militaires offensives, en particulier à celles utilisant des armes de longue portée susceptibles de frapper les territoires russes. Ensuite,
appeler publiquement, il faut que la France appelle publiquement à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise de négociations sous l'égide de l'ONU, dans un cadre garantissant les intérêts légitimes de toutes les parties. Et enfin, promouvoir une conférence internationale pour la paix, impliquant les grandes puissances, mais aussi des pays non alignés, afin de poser les bases d'une désescalade durable, rapide et durable. Est-ce quelque chose que le président Macron fera? Je ne le pense pas. Il faut être honnête. Mais on pose le débat là où il doit être posé. Je crois davantage aux efforts de Lula, le président du Brésil, et de Xi Jinping, le président chinois, pour établir les bases d'une paix qui permette d'empêcher à ce conflit de s'étendre en Europe. Je dois ajouter qu'en ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, que ce qui se passe à Gaza et au Liban, et en Cisjordanie, dans les territoires occupés par Israël, eh bien, il y a eu un vote aux Nations Unies dans lequel un certain nombre de pays appelaient à un cessez-le-feu. Les États-Unis ont appelé à bloquer ce texte et ils ont été les seuls. 14 voix pour ce texte, pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza, 14 voix pour, y compris la France et le Royaume-Uni, une seule voix contre, avec possibilité de veto des États-Unis. Dans le temps, on appelait cela Monsieur Veto, et on qualifiait ainsi l'Union soviétique. Aujourd'hui, voilà que le veto, c'est les États-Unis. Il faut bien voir, de ce point de vue, cette situation, et que la seule façon pour la France d'avoir une politique indépendante, c'est d'exiger la dissolution de l'OTAN et de ne plus participer directement à ces actions, de ne plus participer, disons, en s'inclinant à chaque fois à ces actions des États-Unis. Il ne s'agit pas de rompre avec Washington, il s'agit de ne pas faire tout ce que Washington veut qu'on fasse. Et il s'agit de s'allier à ces pays qui exigent leur souveraineté, les pays des BRICS, tous les pays des BRICS qui sont réunis à Kazan en Russie le 22 et 24 octobre. Il s'agit avec eux de défendre notre souveraineté, puisque eux défendent aussi la leur, et de parvenir de cette manière aux conditions d'une paix dans le monde qui permettront à ce texte que nous adressons à Emmanuel Macron de prendre sa valeur. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en concluant, pour vous dire que nous avons une réunion de notre coalition internationale pour la paix, aujourd'hui même, à 17h, heure française, où nous réunissons toutes les bonnes volontés que nous pouvons à l'échelle internationale pour porter ces conditions de paix dont je vous parle ici. Et le 7 et 8 décembre, nous avons la conférence internationale de l'Institut Schiller, où des hommes d'État, ou qui ont exercé des responsabilités publiques importantes, s'accorderont pour définir une position commune dans cette direction. Voilà nos efforts, et nous vous demandons d'y participer. Je vous parle non seulement au nom de Solidarité et Progrès, notre parti politique en France, mais je vous parle aussi de notre action internationale, qui est une action transpartisane, puisque la paix est en jeu. Il faut que tous ceux qui sont en mesure de défendre la paix s'unissent et parviennent à exercer une influence, un pouvoir suffisant pour arrêter la machine infernale. Merci.